ça me dépasse. Le pays, oh papa, fais la pâte. On vit des webisans tous les jours, ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets, oh. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cet entretien avec le professeur Maurice Kamto, candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Cette dernière partie, ce sont les questions des téléspectateurs, parmi lesquels quelques-uns que vous connaissez. Charles Onana s'associe à nous pour nous faire poser cette question. Si vous avez déclaré chez un confrère avoir démissionné du gouvernement car il vous était impossible de changer les choses de l'intérieur. Parmi les leçons que vous avez tirées au poste qui était vôtre, devait ressortir l'incapacité que vous avez ressentie d'améliorer le système judiciaire camerounais de l'intérieur. Voilà, selon Charles Onana, Simon Arsène Sekbé également, cette justice est gangrénée par la corruption. Les justiciables camerounais, vous savez un peu le tralala, Joël. Comment allez-vous pouvoir faire évoluer cette justice-là si vous étiez élu président de la République? C'est une question importante parce que ça touche à un des pans de l'activité gouvernementale qui conditionne, à vrai dire, la modernisation du pays. Si vous n'avez pas une bonne justice, vous n'aurez pas d'investisseurs étrangers. Si vous n'avez pas une bonne justice, même les opérateurs économiques nationaux, à un moment donné, vont commencer à partir s'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas avoir raison et obtenir que justice leur soit rendue devant les tribunaux camerounais. Il est donc important que nos compatriotes qui sont dans le secteur judiciaire mesurent le poids de leurs responsabilités dans la bonne marche du pays et surtout dans les transformations que nous allons et que nous avons envie d'apporter à notre pays demain. Il y a la corruption dans la justice, c'est indéniable. Et je crois que le dire n'est ni dévoiler un secret d'État, ni faire une quelconque révélation. Les autorités publiques, à commencer, je crois, même par le président de la République, en tout cas les ONG et tout ça, l'ont dit. Maintenant, comment on fait pour combattre la corruption dans la justice? Il n'y a pas une méthode particulière différente de celle qu'il faudra appliquer à l'ensemble des autres corps sociaux. Mais ce que je peux dire, c'est que, au moins pour la justice, une des premières choses à faire, c'est d'éviter que des magistrats restent en place au même poste pendant longtemps. Quand vous laissez un magistrat dans la même ville, ou dans la même localité, dans son ressort juridictionnel pendant longtemps, il se fond dans le paysage local. Il devient une notabilité locale. Il n'est plus extérieur à la vie locale. Lui, il doit être extérieur à la vie locale pour pouvoir rendre justice de manière impartiale. Or, dès qu'il se fond dans le paysage local, dès lors qu'il peut être à tu et à toi avec tout le monde, qu'on peut le tapoter dans le dos, c'est foutu. Parce que c'est là que se mettent d'ailleurs en place des réseaux. Parce que il peut arriver tout à fait sain d'esprit. Parce que quelquefois, la corruption, ça ne vient pas nécessairement du magistrat, ce sont les autres qui l'y entraînent. Avant, un magistrat ne restait pas en poste pendant plus de 3 ans, enfin, au même poste pendant plus de 3 ans. Donc, il n'a pas le temps de s'enraciner. Donc, il faut que cette rotation-là reprenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et cela est valable, à mon avis, pour tous les fonctionnaires camerounais, c'est qu'il faut sanctionner de manière ferme la corruption. Et faire en sorte que la personne corrompue ne puisse jamais jouir du fruit de la corruption. Parce que une des faiblesses de la lutte contre la corruption en Afrique, et au Cameroun tout particulièrement, c'est que des personnes convaincues de corruption qui sont placées en détention, parce que l'Africain est beaucoup plus résilient que l'Occidental. Bah, lui, il peut accepter 10 ans de prison pourvu qu'il retrouve son argent à la sortie. L'Occidental, c'est compliqué. Même 6 mois de prison, même s'il y a de l'argent à la clé, c'est très embêtant pour lui. Ouais, on va le cas Cahuzac. Voilà. Donc, l'Africain peut dire 10 ans, si je peux sortir 20 ans après et retrouver mon argent et même ma famille, pourquoi pas?
Donc il faut qu'il soit sûr qu'il n'en profitera jamais, ni lui ni sa famille. Ça veut dire qu'il faut vraiment, effectivement, saisir les fruits de la corruption. Et cela doit se faire très tôt, dès lors que le parquet a ouvert l'enquête, réunit les éléments et que le juge d'instruction a des éléments pour mettre la personne en examen. C'est-à-dire pour dire qu'il est inculpé, elle est inculpée, cette personne. On doit prendre les mesures et il y a des dispositifs juridiques dans la loi qui permettent justement de saisir. De saisir tout de suite. Voilà, bien. voilà. Pour les mettre en sûreté. Si au bout de la chaîne il est innocent, on lui restitue, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas avoir des gens qui en prison construisent des immeubles, font des mouvements financiers sur leur compte et vivent une vie quasi normale. Pour préciser là-dessus, moi en suivant ces cas, je suis souvent marqué par quelque chose, c'est qu'on parle effectivement de lutte contre la corruption, mais on n'incrimine pas assez l'enrichissement personnel illicite, c'est ça. C'est parfois comme s'il y a un vide juridique là-dessus, ou un vide voulu, parce qu'on s'appesantit, vous allez voir dans tous ces cas parfois que j'ai connus, on s'appesantit, on dit effectivement il y a eu un détournement de fonds publics, mais est-ce que là, ça dépend, est-ce que c'est parce que l'article 66 n'a jamais eu le décret d'application et que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un décret d'application? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sciemment, que l'État du Cameroun ne veut pas incriminer l'enrichissement personnel illicite? Moi, ce que je peux dire, ça c'est un point important. Il y a suffisamment... Enfin, le code pénal actuel peut-être n'a pas tout ce qu'il faut. Mais il y a déjà assez d'éléments dedans pour poursuivre. Je suis d'accord avec vous que l'enrichissement illicite est une incrimination, en tout cas une infraction qui, si elle n'est pas dans le code pénal, devrait y être. Parce que normalement, on devrait, à partir de votre train de vie, voilà, déjà effectivement ouvrir une enquête, organiser des poursuites. À cet égard, je dois dire que la corruption, dans le traité de Mérida, Convention des Nations Unies, sur la lutte contre la corruption, le Cameroun est parti à cette convention, définit la corruption de manière très large, ça englobe tout ça. C'est à la fois l'enrichissement illicite, l'atteinte à la fortune publique, enfin, il y a beaucoup d'autres, donc il y a beaucoup d'ailleurs d'infractions que l'on considère comme connexes, qui entrent dans la définition large de la corruption. Moi, ce que j'avais fait lorsque j'étais au ministère de la Justice, les gens avaient proposé, je crois que c'était dans le cadre du programme Choc ou quelque chose comme ça, l'élaboration d'une loi spécifique sur la corruption. J'avais proposé à l'époque qu'au lieu de passer par une loi spécifique pour ensuite intégrer cette loi dans le code pénal, dans le cadre de la réforme, nous étions en pleine refonte du code pénal. J'avais donc proposé que nous introduisions directement ces dispositions-là dans le code pénal. Voilà, pour écouter la longueur de la procédure législative. Parce que la refonte du code pénal visait justement à retrouver dans toutes les lois et les conventions internationales auxquelles nous étions partis des dispositions pénales pour les consolider dans le code pénal. J'ai dit donc, au lieu de faire en 2 étapes, c'est-à-dire adopter d'abord la loi et ensuite l'intégrer dans le code pénal, gagnons du temps, puisque la réforme du code pénal est toujours une loi, c'est toujours le Parlement qui l'adopte. Bon, on vous a pas écouté? Non, je sais pas. Moi, on a mis ce qu'on a mis. Je sais pas si c'est suffisant. Parce que l'aspect préventif de la lutte contre la corruption pouvait faire l'objet d'une loi spécifique à part. Parce que donc, on pouvait dire dans les programmes scolaires, on introduisait ça, on pouvait faire cela. Donc vous avez raison. L'article 66, c'est autre chose. Mais c'est en partie lié tout à fait à ce que vous dites. Et que ça plaise ou pas à certaines personnes, ce sont des faits. C'est nous qui avons élaboré la loi de 2006 sur l'article 66. Parce que souvent, on parle de l'article 66, on oublie qu'il y a une loi d'application qui a été adoptée en 2006. Et nous avons élaboré le décret d'application de la loi. Qui n'a jamais été... Qui a été envoyé au chef d'État, ça n'a jamais été signé. C'est ce que je dis. Oui, donc c'est pour cela que j'ai dit quelque part, si je suis élu président, c'est le premier acte que je signe. Puisque c'est sur la base de cet acte que je vais faire ma propre déclaration, parce que j'ai envie de la faire. J'aimerais, si je suis président, que les Camerounais sachent quelle est ma fortune quand j'entre en fonction. Pour qu'il n'y ait pas de spéculation là-dessus après. C'est pour ça qu'il est bon de signer ce décret. Certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas bien l'ordonnancement juridique camerounais, c'est-à-dire la structure juridique camerounaise,
On dit oui, mais pourquoi vous avez prévu un décret d'application? Il fallait tout mettre dans la loi. Sauf qu'ils ne savent pas. Oui, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Au Cameroun, il y a la Constitution, il y a la loi et il y a les décrets, les actes réglementaires. Donc, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. On a fait la loi d'application de l'article 66 et nous avons préparé le décret d'application de la loi. La loi a été votée par le Parlement, le décret doit être signé par le chef de l'État, à lui de le signer. C'est pas à moi. Mais si je suis chef de l'État, je le signe. Bien, un grand confrère à moi qui a requis l'anonymat me fait vous poser cette question. C'est professeur Kanto, très souvent en politique, les candidats ont tendance à diaboliser la gestion de leurs prédécesseurs. Qu'est-ce que vous pouvez mettre de positif à l'actif de Paul Biya? Ça dépend de quel secteur nous prenons. Je crois que, je vous ai dit tout à l'heure, l'élan que j'ai eu, sans doute aussi beaucoup d'autres Camerounais au début, quand le président Biya est devenu président, donc le premier ministre Paul Biya est devenu président de la République. J'étais pas membre de l'UNC. Je ne le connaissais pas, comme beaucoup d'ailleurs de Camerounais à l'époque. On l'avait à peine aperçu une fois, je crois, à Douala, il inaugurait quelque chose. Sinon, je n'avais même pas d'image de lui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la télévision nationale. Oui. On ne découvrait d'ailleurs des images que lorsqu'on allait au cinéma. On voyait à Cameroun Actualité qui présentait quelques images. Mais, tout naturellement, j'ai couru vers lui parce que je pensais qu'il était de mon devoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait donc, de positif? La première chose, je crois que, même si c'est sous la pression, il a compris à un moment donné qu'il fallait libéraliser sur le plan politique. Je crois. Même si c'était sous la pression, ça ne s'est pas fait facilement, mais il a quand même accompagné le mouvement, il a suivi le mouvement. Parce que moi, je lui attribue pas tout le mérite. Car après tout, il y a eu 6 morts à Bamenda pour des gens qui voulaient lancer leur parti politique d'opposition. Mais il était, lui, président d'un parti unique, avec des gens qui n'avaient vécu que sous le parti unique et qui n'étaient pas prêts. Souvenez-vous de la marche. Notamment des paroles de Mabazzi. Voilà, qu'il n'y aura jamais de contre le multipartisme. Donc moi, je lui reconnais ce mérite de s'être mis au-dessus de ses camarades pour dire non, même si nous le voulions, nous ne le pourrions pas. Oui. Il y a une dynamique qui est collective, il faut donc aller vers la démocratie. Je crois qu'il a bien senti les choses à ce moment-là. Ça, c'est le premier point positif que je peux mettre à son actif. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre à son actif? Mais dans l'actif, moi je suis curieux. C'est peut-être aussi un ressenti qu'on peut avoir de l'extérieur. C'est qu'on a parfois l'impression qu'il y a une forme de régression de ce qu'on a connu en 90 sur la liberté de manifestation. Vos partis qui ne peuvent pas parfois simplement se réunir. On se dit qu'on rentre encore peut-être vers une logique de parti unique qui n'a pas sa raison d'être. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comment se fait-il qu'on en arrive là? Non, je ne peux pas terminer mon propos sans appuyer ce que vous venez de dire, parce que c'est là le paradoxe. C'est-à-dire qu'autant en 90, il a senti le vent, et effectivement, il s'est mis dans la trajectoire, autant ses actes subséquents ont donné l'impression qu'il a rusé. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous donne d'une main et récupère toujours de l'autre. Parce que tout le processus, y compris le processus constitutionnel, l'a montré. Même lorsqu'il a fait, même lorsqu'il a fait la tripartite, il récupère. Parce que la tripartite avait prévu effectivement qu'il y aurait un comité constitutionnel qui allait élaborer un projet de constitution validé par la tripartite. Mais il a fait semblant d'accéder à cela, puis il a récupéré, il a mis en place sa propre commission constitutionnelle et finalement il a fait sa constitution tout seul. Donc je suis d'accord absolument avec ce que dit M. Ngo, parce qu'on est aujourd'hui à une phase où il y a eu beaucoup de régression par rapport à 90, par rapport à cette dynamique. On est en plein, effectivement, logiciel de parti unique, la liberté de réunion, d'association, le mouvement des partis politiques est encore plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais ce moment historique, je voulais saisir ce moment précis où il a quand même dit à des gens qui marchaient dans la rue contre le multipartisme, on ira au multipartisme. Peut-être aussi avait-il bien senti que, comme il avait dit qu'il est le meilleur élève de quelqu'un, il avait bien compris que ici, que l'autre, la personne n'accepterait pas que lui-même ne se mette pas dans cette direction là-bas. Mais enfin, la suite n'est pas très réjouissante. Après, je dois dire, je suis assez, malheureusement, assez
insatisfait globalement du reste. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre secteur par secteur. Il ne s'agit pas de dire qu'on critique pour critiquer. Si nous prenons le chantier économique, franchement, je trouve que l'économie du pays a beaucoup régressé de ce qu'elle aurait dû être. Bien sûr, on va vous dire, si on a construit une usine à tel endroit et tout, mais prenons l'économie globale. Et y compris sur des projets sur lesquels le président de la République actuelle aurait pu capitaliser comme étant une contribution extraordinaire à la modernisation de l'économie camerounaise. Chantier naval. Chantier naval et industriel. Ça devait être l'un des fleurons de ce que le président actuel aura apporté au Cameroun, à l'industrie camerounaise. Nous allions être les premiers, non seulement à faire la réparation navale, même à construire, ne serait-ce que des petits bateaux en Afrique subsaharienne. Les premiers. Même déjà les plateformes pétrolières, même d'un géant voisin comme le Nigeria, des pays comme l'Angola remontaient pour être réparés à Douala. Nous avions le monopole sur la façade occidentale. À cause de nos propres turpitudes, maintenant vous aurez un chantier naval à Abidjan. Vous aurez un chantier naval à Lomé. Parce qu'ils ont lancé, ils sont même en train de terminer. Le nôtre est en train de battre de l'aile, alors que nous étions à la pointe. Mais n'est-ce pas dû aussi simplement à des problèmes de querelles de personnes? Bien sûr. Parce que quand on voit, pour ne pas le citer, il y a un monsieur qui s'appelle Fongindam, qui était DG des chantiers navals. C'était d'ailleurs dans les premiers ingénieurs navals qu'on a eu au Cameroun, qui a monté cette entreprise-là, qui a laissé une bonne image. Et qui se s'est retrouvé aujourd'hui en prison. On a... on ne fera pas de... Donc c'est ça le problème. Donc quand je regarde, lorsque il s'est lancé dans les privatisations, il a fait une politique en dépit du bon sens, parce qu'il a tout accepté de ce que le FMI lui a demandé, en vendant ou en cédant au secteur privé les fleurons de notre industrie. Je prends un exemple. Les gens, quelque chose que les Camerounais n'ont pas observé. Vous savez, nous avions au Cameroun une entreprise qu'on appelait Équatoriale Électronique, qui était notre première et l'une des rares entreprises de production de matériel électronique en Afrique subsaharienne. Des autres pays comparables comme le nôtre, à part peut-être le Nigeria, aucun pays francophone n'avait ça. Or, c'est là qu'on fait les composants, puisque nous fabriquons les radios et les transistors. Or, c'est là qu'on fait les composants électroniques qui entrent dans les téléphones portables et les téléviseurs. Ce qui veut dire que s'ils avaient compris les enjeux économiques et stratégiques de cette entreprise, ils n'auraient jamais dû privatiser. On aurait mis de l'argent, trouvé un partenaire stratégique pour nous réorienter sur les nouveaux produits qu'il y avait sur le marché. C'est là que j'ai dit, il a loupé le coche. Je peux prendre d'autres entreprises. Objectivement, qu'est-ce que le président a ajouté au tissu économique qui existait? Aucune grosse entreprise agro-industrielle n'a été créée sous le président Biya. Sodécoton, Sodécao, Socapan, Evecam. On vous a dit du bien sur lui, là. Non, je cherche, parce que je cherche avec vous. J'essaie de vous poser la question, d'autant plus que vous avez siégé 7 ans dans son gouvernement, est-ce que vous n'avez pas perçu quand même que la seule logique du président Biya, c'était de s'éterniser au pouvoir, et que tout le reste n'est que accessoire. Absolument, cela m'est apparu évident à ce moment-là. Donc c'est une des raisons. Au gouvernement, c'est une des raisons quand j'ai compris ça. Parce que en réalité, au fond, je ne voyais pas les choses. Je pensais qu'il avait vraiment, comme il avait dit, l'ambition de construire un pays, une vision, et qu'il voulait laisser un héritage de quelqu'un qui a, comme il lui-même a dit, apporté la croissance, le développement économique et la... Mais il y a quand même une chose, une chose que je dois mettre à son actif. Il a géré l'affaire Bakassi de façon exemplaire. Ah, enfin quelque chose de positif. Il a géré. Non, oui, absolument. Là-dessus, je suis constant. Moi, je suis quelqu'un. Ceux qui me connaissent savent que j'ai jamais varié là-dessus. J'ai toujours salué la façon exemplaire avec laquelle il a géré le dossier Bakassi. Et permettez-moi même d'ajouter, les Camerounais vont être surpris, parce que je suis peut-être un homme politique atypique. Il a géré même de façon patriotique. Oui. C'est qu'il est vraiment soucieux de l'intégrité territoriale. Oui, il a géré de façon patriotique. J'ai été au plus près du dossier, et je me permets de le dire. C'est pas parce que il est mon adversaire politique aujourd'hui que je vais, s'il se présente, être son adversaire également.
que je ne dois pas lui reconnaître cela. Comme quand même en politique, on peut être honnête. Absolument. On doit être honnête. À mon avis, ceux qui réduisent la politique au mensonge et à la malhonnêteté, c'est pas cette politique-là. Moi, si je suis entré en politique, c'est parce que je crois qu'on peut faire la politique avec de l'honnêteté. Et c'est pour cela que je dois lui reconnaître cela. Parce que je peux vous dire qu'à des moments critiques, et qu'il a toujours été très réactif. C'est-à-dire, on dit souvent que non, il prend son temps. Et tout. Non, il était réactif. Quand on avait besoin d'une décision de lui, d'une réponse de lui sur un point précis, on l'avait. Quand il fallait qu'il prenne un acte pour permettre aux choses d'avancer, il a toujours pris. Donc, moi je dis, il a géré le dossier Bakassi de façon exemplaire. En le disant, ça ne diminue personne. Il faut reconnaître les mérites des gens. 2 dernières questions avant qu'on ne se sépare. Il y a un ancien tireur de pénalty, lion indomptable, capitaine d'ailleurs, qui a raté la Coupe du Monde juste parce qu'il avait pris des positions sur les primes de match. Jean-Jacques Missé qui vit en Belgique, qui me fait vous poser cette question aussi. Que comptez-vous faire pour en finir avec l'amateurisme dans le sport camerounais, dans sa globalité et dans le football en particulier? Je le remercie tout particulièrement de cette question. Oui, je le remercie de cette question parce qu'on ne parle pas assez de sport. Et tout le monde sait que le Cameroun est un pays, un grand pays sportif. Mais on ne sait pas dans quelle détresse infrastructurelle se trouve notre pays sur le plan sportif. À l'heure actuelle, on est en train de construire de grands complexes sportifs. Mais ce n'est pas ça qui peut régler le problème du sport dans un pays. Parce que ces grands complexes sportifs, d'abord, s'adressent aux sportifs de haut niveau. Et deuxièmement, sont campés, sont limités à quelques villes. C'est pas parce que vous avez de très jolis stades, vous aurez demain de très jolis stades à Yaoundé, à Douala, voire Limbe, Bafoussam et Garoua, que le Cameroun, lui, oui, le reste... Surtout sachant que les terrains où nous jouâmes jadis sont aujourd'hui revendus et ont été construits. Il n'y a plus de petits terrains de football. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà, exactement. La parole. Absolument. Et on les a vendus à des promoteurs, des constructeurs, des promoteurs immobiliers. Donc, c'est pour cela qu'il est important de regarder le problème sportif camerounais à partir de la base et non pas à partir de choses spectaculaires. Et d'ailleurs, ces infrastructures, je regrette qu'on les construise dans les conditions dans lesquelles on les construit aujourd'hui. Parce que ce sont des stades qui vont nous coûter 3 à 4 fois plus cher que ce qu'ils auraient dû coûter parce qu'ils sont entièrement préconstruits. Oui, ici en Europe, en Italie, pour ce qui est du stade de Douala. Oui, et en Turquie pour ce qui est du stade de Japoma. Et les barres arrivent des bétons précontraints qu'on fabrique en Italie. Et vous ne pouvez pas imaginer quel désastre ça peut être sur le plan économique. Parce que nous avons à peu près 4 cimentiers au Cameroun. Donc, qui aurait dû gagner beaucoup d'argent et donc créer davantage d'emplois pendant cette période. Donc, en vendant davantage de ciment. Maintenant, nous allons créer de l'emploi ailleurs. Nous avons, pour ceux qui connaissent le Cameroun et notamment Yaoundé, savent que nous faisons de l'extraction du sable dans la Sanaga. Donc, ces enfants auraient pu avoir davantage d'activités. Peut-être même moderniser leur activité. Voilà. Les retombées et tout ça, on externalise cet emploi. Et du coup, comme tout est fabriqué à l'extérieur, ça coûte plus cher. Parce qu'il faut transporter. Il y a au moins 20 navires qui transportent rien que ce qui part de l'Italie. Et quand ils arrivent à Douala, il faut sortir ça du port de Douala et des grumiers, je ne sais plus comment on appelle, ces grands camions. Voilà. Transportent sur les 200 à 300 kilomètres qui séparent Douala de Yaoundé. Escortés. Oui, pas des escortes militaires. D'accord. Donc, vous voyez ce que ça coûte au total. Parce que quand on le dit, certains ont l'impression qu'on critique. Non, moi, je donne les faits. Et je parle toujours en m'appuyant sur les faits. Donc, je prends dans le problème sportif à la base. Moi, j'ai promis, j'ai dit, dès que nous arrivons, les 360 communes que compte le Cameroun seront dotées d'infrastructures sportives de base, sur la base d'un contrat ou d'une convention avec les municipalités. Nous allons passer un accord avec eux pour dire, nous mettons en place un dispositif financier spécial de l'État du Cameroun pour venir en appui aux communes, et tout ce qu'on vous demande, c'est de nous dégager un terrain, l'aire de jeu. Cela veut dire que nous aurons une plateforme minimale de base qui aura un stade de football autour duquel il y aura un circuit d'athlétisme.
Donc vous aurez déjà les sports classiques de base bien connus, le football, l'athlétisme, et à côté peut-être vous pouvez avoir le handball ou d'autres choses comme ça dans les 360 communes, parce que c'est là que vous fabriquez la pépinière. C'est comme ça que vous sortez aussi les jeunes Camerounais des bars. Parce que quand ils sortent de l'école ou des universités aujourd'hui, ils n'ont pas d'aire de jeu, ils n'ont pas là où ils peuvent aller dépenser de l'énergie, et ils n'ont pas de complexe, par exemple, culturel, où ils peuvent aller, s'ils aiment la musique, aller jouer de la musique, aller regarder le cinéma, faire du théâtre, s'ils en ont envie, il n'y en a pas. Donc nous voulons faire ça dans les 360 communes. C'est un engagement que j'ai pris. Mais la question de Jean-Jacques Missé concerne surtout la gestion de ces sports-là. Hein. La gestion. On va y arriver. On va y arriver parce qu'il faut mettre les structures et ensuite voir comment les différentes fédérations sportives sont gérées. Donc, une fois que vous avez fait ça, la deuxième mesure que nous voulons absolument mettre en place, c'est de faire ce qu'on faisait avant. Chacun de nous qui a fréquenté au Cameroun, que ce soit dans un établissement privé ou public, savait qu'il y avait ce qu'on appelait les gymnases. C'est dans les gymnases qu'on pratiquait le handball, le basketball, et vous savez que le volleyball, vous savez qu'on a eu de très grandes équipes dans ces disciplines qu'on n'a plus aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard, c'est parce que la pépinière était dans ces... Moi j'étais au lycée Josse, il y avait des compétitions épiques entre Josse et Liberman, ou entre Josse et Alfred Saquet. Oui, collège de la Salle, Alfred Saquet ou Saint-Michel. Et c'était dans les gymnases qu'on allait voir ces matchs-là. Il n'y en a plus. Donc une des règles, une des mesures, ça fait partie des cahiers de charges de construction des établissements scolaires secondaires, privés ou publics. Si vous êtes un privé, vous voulez être un promoteur, ça fait partie de votre cahier de charges, il faut construire un gymnase. Donc pour qu'il y ait le sport scolaire en salle. Maintenant, il faut structurer donc tout cela, ces différents sports en fédération sportive. Et je pense, pour ma part, premièrement, qu'autant que faire se peut, il faut laisser le sport aux sportifs. Il faut laisser le sport... Ça va lui plaire à Gigi. Non, il faut vraiment laisser le sport aux sportifs. Et je le fais... Ce n'est pas une réponse de circonstance. Parce que nous avons vu l'expérience de gens qui n'ont rien... D'abord, ils n'ont rien à voir avec le sport. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne comprennent même pas... A fortiori. Ils ne savent pas comment ça fonctionne et ils veulent diriger ce sport. Ça n'est pas bon. J'estime que nous avons... pour ne prendre que le football, parmi les anciens footballeurs camerounais, des gens bien lettrés, bien éduqués, qui ont de l'expérience à revendre. Et de la compétence. Qui ont de la compétence reconnue. Patrick Boma passe ses diplômes. Il y a Patrick Boma, il y a Bel Antoine. J'adore ce monsieur, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Joseph Antoine Bel ou Patrick Boma, je sais pas. Les deux, je les adore, je les ai jamais rencontrés. On va lui passer un coup de fil à Patrick. Non, vraiment, je n'ai jamais rencontré aucun d'eux, mais c'est des footballeurs que j'admire. Comme j'admire Roger Mila, je vous dis, il a fait un match épique que je n'oublierai jamais au Caire. Lorsqu'il marque le but contre le Maroc, j'ai cru qu'il marquait 1986. J'ai cru qu'il marquait ce but-là pour moi-même. Et donc c'est des gens que j'adore, que j'aime, c'est des Camerounais que j'aime beaucoup. Et donc, vous avez donc des gens, comment pouvez-vous avoir des gens, justement... C'est les tenir. Oui, et ne pas... Les tenir à l'écart. Et ne pas avoir une fédération qui marche bien. Ça n'est pas normal. C'est comme si vous vouliez... qu'un footballeur aille maintenant gérer une faculté de droit. Pourquoi est-ce qu'on doit demander à un juriste de gérer une faculté de droit et pas à un sportif de gérer le sport? Il faut être cohérent. Et il faut qu'on cesse de faire de la politique partout. Il faut qu'on cesse d'être mu uniquement par nos intérêts égoïstes. Tout le monde sait que le football génère beaucoup d'argent. Et que c'est ça qui attire les Camerounais. Mais bon Dieu, à ce moment-là, il faut aller jouer aussi au football comme ceux qui ont fait de cela leur métier. Et être à leur niveau pour prétendre le faire. Donc, il est temps, effectivement, que l'on structure les fédérations sportives en s'appuyant sur les sportifs dans les différentes disciplines sportives. Et moi, je crois qu'il y a une chose, c'est peut-être pas à l'État de le faire, mais l'État peut aussi encadrer, inciter les sportifs. Pour que, moi, je suis malheureux quand je vois de très grands sportifs camerounais, comme d'ailleurs de très grands artistes. Vous voyez, de très grands artistes finissent pratiquement comme des locs ou des clochards. Avec Panka dernièrement. Voilà, et on a vu dans le domaine artistique, c'est alors la catastrophe. C'est pour ça, d'ailleurs, dans ce domaine, j'ai dit, une des premières choses, ça, l'État peut le faire. Donner un vrai statut aux artistes, avoir un statut qui protège les artistes. Serge Tsakap, qui est mon chroniqueur culturel et qui est le meilleur danseur
noir de France en ce moment, originaire des Ligifa, me faisait vous poser cette question-là. Vous avez anticipé là-dessus? Oui, non, absolument. Il y aura un statut pour les artistes. Il faut les protéger. Je dis souvent aux gens, oui, nous pouvons être choqués, par exemple, par les fortunes que gagnent les sportifs de haut niveau. Bon, mais nous devons dire, les sportifs comme les artistes nous aident à vivre. Je disais à quelqu'un sous forme de plaisanterie en disant, vous savez, il faut respecter les artistes. Parce que c'était quelqu'un qui avait un bar. J'ai dit, c'est grâce à lui qu'on achète votre bière. Parce que plus ça joue là, plus on achète votre bière, plus on va... Donc, il nous aide à vivre nos différentes émotions. Donc, il faut effectivement respecter ces gens-là. Et en plus, la culture aujourd'hui n'est pas qu'un divertissement. C'est une vraie industrie. Je ne sais pas si les gens s'imaginent ce que pèse la culture dans la balance commerciale américaine. C'est en centaines de milliards de dollars annuels. J'ai dit bien centaines de milliards de dollars annuels. Or, nous avons un pays, là encore, extrêmement talentueux, parce que la diversité et la richesse culturelle du Cameroun fait que... Moi, j'étais à Bafia encore. Excusez-moi, parce que c'est le dernier où j'ai fait un meeting. Mais j'ai admiré un jeune. Mais ce monsieur, je crois qu'il faut que, s'il y avait des promoteurs culturels, il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose pour lui. Il a dansé avec une telle grâce. En plus, il avait confectionné un costume local avec, voyez, des raffias. Non, c'était pas des raffias, c'était des pots. Des pots. Mais c'était tellement beau et sa danse, il est tout mince, il est tout souple et tout. Et je dis, mais voilà, peut-être quelqu'un qui ne sera jamais déniché, détecté par un promoteur culturel et il va finir là. Alors qu'il a du talent à exporter. Je cite cet exemple pour dire qu'il y en a plein comme ça au Cameroun et qu'il faut effectivement dénicher pour promouvoir. Voilà. Parce que l'industrie culturelle peut entrer dans la balance commerciale camerounaise comme le cinéma nigérian est entré dans la balance commerciale nigériane aujourd'hui. Voilà. Joël, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais rebondir parce que le sport chez nous et singulièrement le football a énormément contribué à l'image du Cameroun. Absolument. Et on doit souvent saluer nos sportifs d'abord aussi sur ça parce que quand vous parlez du Cameroun, on voit Roger Mila, on voit Samuel Eto'o et les autres et on se rend pas souvent compte de ce qu'ils nous apportent en termes de fierté. On voit François Bango. Et le chef de l'État aussi peut être sur ce plan un catalyseur parce que c'est aussi l'image du Cameroun. Comme le fut à Idio d'ailleurs. Et même dans l'esprit des textes constitutionnels du Cameroun, le chef d'État est un catalyseur en politique étrangère. Tout à fait. Et je ne pouvais pas ne pas être avec vous aujourd'hui pour vous demander comment remettre, vraiment, je vous le pose comme un candidat à la présidence de la République qui peut occuper cette fonction, comment remettre le Cameroun dans la carte diplomatique régionale, sous-régionale et internationale. Aujourd'hui, sans être dans un procès d'intention, mais juste vous dire qu'on a un pays formidable, aux abonnés absents depuis des décennies aujourd'hui. Et comment le faire? Grande question. Et question ô combien importante. Et vous avez dit le rôle des sportifs dans la promotion de l'image de notre pays. Je ne peux pas ne pas insister là aussi, mais en complément, sur le rôle des artistes dans l'image. Quand vous avez un artiste, tout le monde connaît Manu Dibango, donc c'est un monument, on n'en parle plus. Mais quand derrière vous avez des gens comme Richard Bona, et vraiment, je ne cite pas ces noms parce que je ratisse ou je fais la cour à qui que ce soit. Je le dis avec spontanéité parce qu'en plus, je suis très sensible à cela. Mais comme vous ne pouvez pas avoir des gens comme cela et se perdre dans des querelles de il a dit ceci, il n'a pas la double nationalité, mais on s'en fout de cela. Ça, c'est quelqu'un qui met le Cameroun sur la carte du monde, à lui tout seul. Je me souviens avoir vu Were Were Liking, qui s'est installé en Côte d'Ivoire. Effectivement. Le premier opéra africain que je vois conçu, élaboré par un Africain, une Africaine, c'est Were Were Liking. Je ne connais pas cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais j'avais envie d'aller voir le spectacle et j'ai amené, elle s'est produite au centre culturel camerounais un jour. J'ai amené un ami regarder son spectacle. On était complètement bluffés. Je veux dire, quand on a un pays comme cela, on doit être heureux, on doit être un chef d'État le plus heureux du monde. Donc comment voulez-vous justement qu'on ne promeuve pas cela? Maintenant, comment mettre le Cameroun sur la carte diplomatique du monde? C'est faire une vraie diplomatique de présence. Une vraie diplomatie de présence. Une vraie diplomatie de présence. Et non pas simplement de façon
formulaire ou discursif de dire oui, nous faisons une diplomatie de présence, il faut être présent. C'est d'abord là. C'est quand tu rencontres tes pairs que vous parlez des affaires de la sous-région, de la région et du monde. Qu'on vous découvre et qu'on cherche peut-être même à découvrir davantage votre pays. Ça, c'est la première chose. Oui. Ça, c'est vraiment crucial. Il me semble que notre absence de la scène diplomatique africaine, je ne parle pas de mondiale, mais déjà africaine, nous a été extrêmement préjudiciable. Moi, j'ai eu à rencontrer des chefs d'État, même si je ne publie pas toujours les photos, mais bon, moi, c'est pas dans mon tempérament. J'ai eu rencontrer des chefs d'État qui disent, mais on ne vous comprend pas, on ne comprend pas votre chef, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et donc, quand vous avez, par exemple, été président en exercice de l'OUA, et que vous n'êtes pas allé au sommet, passer le témoin, il y a un problème. Vous comprenez? Et donc, c'est d'abord la présence. Je peux vous dire que cette présence est déterminante. Parce que, croyez-moi, quand vous êtes présent dans un cénacle, il est difficile qu'on prenne une décision contre vous. C'est parce que nous avons été absents que nous avons perdu la bourse des valeurs régionales qui est à Libreville. Alors que tout le monde, toutes les études et la société financière, tout le monde savait que c'était à Douala. Mais comme on n'était pas présent au sommet de N'Djamena, on a pris cette décision, les autres disent, bon oui, vous vous prenez pour qui? Et figurez-vous que la numéro 2 de cette bourse-là est camerounaise. Voilà. Ça, c'est l'information. Voilà. Donc, ça, c'est... Le premier président camerounais, regardez les archives, n'a jamais manqué un seul sommet de l'OUA. Le résultat, c'était quoi? C'est que nous avons eu 2 secrétaires généraux de l'OUA. C'est unique dans l'histoire, venant du même pays et se succédant pratiquement. Donc ça nous parle. Donc il faut avoir une diplomatie de présence. Maintenant, à côté de cela, il faut avoir donné en fait de la clarté dans votre diplomatie. Il y a des grands dossiers à l'échelle continentale. D'abord à l'échelle régionale, sous-régionale, et à l'échelle continentale, puis à l'échelle mondiale. Vous devez vous positionner clairement. Si vous voulez jouer un rôle important, vous devez être partie de la solution des problèmes. Il est anormal qu'un certain nombre de problèmes aient lieu en Afrique centrale et qu'on puisse rechercher la solution à ces problèmes sans passer par le Cameroun, dont on dit qu'il est le leader de l'Afrique centrale. Évidemment, si vous dites ça, ceux qui sont dans le système vont vous dire « Oui, non, mais qu'est-ce que vous en savez? On vient consulter le président, voilà, on demande son avis et tout cela. » C'est vrai, peut-être. Mais ça ne doit pas se faire sous le lit ou derrière le rideau. Le président camerounais, nous avons envie de le voir en action, pesant sur les affaires de sa région, sur les affaires du continent et sur les affaires du monde. Comme le faisait Omar Bongo. Comme le faisait Amadou Ahidjo. Pourquoi aller chercher chercher Omar Bongo? Nous n'avons pas besoin d'aller chercher... C'est pour ne pas opposer les deux présidents. Non. C'est que je prends à côté. Vous voyez un peu le truc. Oui, vous avez raison. Peut-être. Non, moi je voulais dire, on n'a pas besoin d'opposer les deux présidents. Notre absence sur la scène diplomatique nous porte préjudice. Je pense que lorsqu'il y a de la lisibilité dans votre diplomatie, les gens tiennent compte de vos opinions et les gens tiennent compte de votre pays. Parce que si nous donnons notre avis plutôt, j'allais dire, derrière le rideau, on ne sait pas quelle est la position du Cameroun. Ceux qui sont venus vous consulter savent peut-être ce que vous pensez, mais le reste du monde ne sait pas quelle est la position du Cameroun. Donc du coup, on ne sait pas que le Cameroun joue un rôle actif ou prend une part active à la solution de tels problèmes ou à l'orientation de la diplomatie continentale. On vient de signer un accord de libre-échange continental. On ne sait pas ce que nous en pensons. Si vous m'interrogez, quelle est la position du Cameroun, je saurais vous le dire. Or, dans un dossier comme celui-là, nous devons y être. Ne serait-ce que pour dire, ok, on a signé, mais nous devons mettre en place tel dispositif pour éviter que ça se retourne contre nous. Est-ce que nous allons... Comme les APE. Voilà. Est-ce que nous allons toujours attendre d'entrer dans les wagons au lieu d'être dans la locomotive comme les autres? Donc voilà. Je pense qu'il faut cela. Et enfin, nous devons faire 2 choses. Restructurer notre déploiement diplomatique et déployer notre diplomatie, c'est-à-dire nos missions diplomatiques en fonction de nos objectifs stratégiques. On n'envoie pas une ambassade quelque part pour avoir une ambassade quelque part. On l'envoie parce qu'on sait ce qu'on recherche comme résultat là-bas. Et donc j'ai aujourd'hui, si je prends la carte diplomatique du Cameroun, j'ai aujourd'hui l'impression qu'il y a un certain nombre d'ambassades qui ont été ouvertes
Et qui ont été oubliés. Oui, et dont on ne sait pas... Le personnel a parfois été oublié. Voilà, et dont on ne sait pas très bien si ça vaut la peine. Par contre, dans le même temps, vous avez des pays d'une importance stratégique incontestable, où nous devons être et où nous n'avons pas de mission diplomatique, nous n'avons pas d'ambassade en Inde. Est-ce que c'est dans 1,2 milliard d'habitants? Bah oui, je regrette. Nous n'avons pas d'ambassade en Inde. Vous ne saviez pas. En Afrique, nous n'avons pas d'ambassade en Angola. Pardon? Bah oui, je regrette. Donc, et je peux en citer d'autres comme cela. Donc il faut faire un redéploiement diplomatique et donner des objectifs précis à un ambassadeur. Vous ne nommez pas quelqu'un ambassadeur juste pour qu'il vous fasse des rapports sur les Camerounais de l'étranger. Mais c'est pas le rôle d'un ambassadeur, c'est un consul qui fait ça. Si notre souci est la modernisation du Cameroun, croyez-moi, Monsieur Mwafo, si vous êtes ambassadeur demain dans tel pays, c'est parce que j'attends de vous que vous permettiez d'atteindre tel objectif de modernisation. Merci de m'avoir nommé avant d'être président. J'accepte. Nous allons aborder la dernière question parce que, voilà, la dernière question me touche, te touche Joël et touche de nombreux Camerounais de la diaspora. C'est Patrice Jazi Etamé, qui est en Alsace, qui a même écrit « Et ta mère », c'est-à-dire Patrice Jazi est ta mère. Il est tellement amer sur cette question-là, ils peuvent demander. Il est acquis aujourd'hui que la double nationalité est une nécessité au Cameroun. Est-ce que ceux-là qui obtiendront la double nationalité seront des Camerounais à part entière, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui vivent au Cameroun? Pourquoi? Je ne savais pas que cette question se posait. Tu as fait quelque chose, Joël? Parce que il y a eu, on a noté qu'il y a eu effectivement une avancée au niveau des postulants à la présidence de la République au Cameroun, et que certains émettent des réserves tout à fait. sur, par exemple, l'exercice de certaines responsabilités politiques au Cameroun pour les doubles nationaux. Certains sont réticents, des choses comme ça, alors que nous, ce que nous percevons, parce qu'il faut souvent dire aux compatriotes que la revendication de la double nationalité, c'est pas tant que les Camerounais demandent une faveur, c'est une forme de reconnaissance sociale par rapport à l'apport qu'apporte la diaspora. On parlait tout à l'heure de nos compatriotes qui sont en Allemagne, qui peuvent contribuer avec une telle force. Même déjà à côté de cela, Joël, les fonds que la diaspora camerounaise envoie au Cameroun chaque année permet de stabiliser, d'avoir une certaine paix sociale. Donc, sans ces fonds-là, on ne sait pas dans quel état ça va. Directement, quand on parle de droits et devoirs, ça veut dire qu'on a des droits, on a des devoirs, mais dans la représentation et la représentativité officielle, parce que dans certains pays comme le Mali ou le Sénégal, on a intégré des représentations de la diaspora dans les parlements, et même certains ont un ministère de la diaspora comme au Sénégal. On veut savoir, est-ce que ce sera acté que ce sont les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous? Moi, je comprends donc la question. Il faut faire, comment dirais-je, attention de ne pas mélanger les choses. La représentation institutionnelle est une chose. Et moi, j'ai été toujours constant là-dessus. J'ai été un des premiers à dire pourquoi est-ce que, effectivement, la diaspora n'est pas représentée dans les institutions parlementaires camerounaises. Moi, je ne comprends pas pourquoi. J'ai aucun problème à cet égard. Et pour vous dire, si j'étais président et qu'on maintenait la disposition relative à la nomination des sénateurs par le président, j'aurais nommé sans attendre de la diaspora. Donc, mais ce ne sera pas le cas puisque je me suis engagé à ce que tous les sénateurs soient élus si on maintient le Sénat. Donc il n'y a pas ça. Mais il y a un problème que je ne peux pas ne pas exposer, qui est à l'origine de certaines crispations. Oui, au Cameroun. Franchement, les Camerounais, un certain nombre, y compris des responsables camerounais, partent de l'expérience concrète. Nous sommes un pays différent en termes de positionnement géographique par rapport à beaucoup d'autres pays africains. Si vous prenez le Sénégal, voilà. Nous avons un pays avec un voisin qui a presque 200 millions d'habitants. Et qui a, au plus fort de l'affaire Bakassi, lorsqu'il y a eu quelques tensions, c'est même l'ambassadeur Nigeria qui a sorti le premier chiffre. Qu'il y a 3,5 millions de Camerounais. Aujourd'hui, ils sont plus de 5 millions, 5 ou 6 millions, dans la population, vivant au Cameroun. On ne parle pas de... Nigériens au Cameroun. Oui.
Et donc c'est ça qui a commencé. On est là pour parler franchement sur votre plateau. Je peux vous dire que ça aussi, ça a été à l'origine des crispations. Parce que les gens ont dit, et nous commençons à avoir un effectif d'un seul pays. C'est pas les étrangers venant d'un seul pays capable de modifier la donne politique par elle seule au Cameroun. Donc, si donc elle a la double nationalité, cela veut donc dire que demain elle peut, par exemple, élire un président nigérien au Cameroun. Voilà. Je vous le dis en toute franchise, en toute sincérité. Et donc, c'est ça qui a commencé vraiment, et je me demande même si ça n'a pas été à l'origine du ralentissement que vous avez observé par rapport même à l'engagement, parce que le président s'était engagé. Voilà, du retour d'un voyage ici, et on a freiné. Et je me demande si ça n'a pas joué là-dedans. Ça ne jouerait pas. Un natif d'un Vokada ou d'un Kondongo qui n'a pas de double nationalité, c'est différent d'un natif de Calabar qui vit au Cameroun qui n'a pas de double nationalité quand même. Non. J'ai dit si la double nationalité existe. Cela veut dire que dans ce natif de Calabar qui vit au Cameroun aura sa nationalité nigériane et sa nationalité camerounaise. C'est ça la différence. Et donc, les gens se disent, parce que nous devons le dire aussi, si vous prenez l'Europe, par exemple, l'Europe est tellement... il y a une telle interpénétration que il n'y a pas de problème qu'à la limite, même un Français soit ministre en Allemagne. Et vice-versa, on a d'ailleurs vu dans votre propre pays ici, un Premier ministre qui a des origines, machin, ça j'aime personne. Mais vous savez que les crispations nationales en Afrique, dues à la jeunesse des États africains, ou la souveraineté, ou les crispations identitaires, ou le bonhomme, il a beau vivre au Cameroun depuis 30 ans, il se souvient du sud de Calabar. Donc, il a plus d'attachement et d'allégeance à Calabar qu'au Cameroun. Et c'est ça, non, je vous explique le climat et le contexte. Vous ne pouvez pas, si vous voulez balayer du revers de la main les craintes des autres. Mais professeur, des enfants qui naquirent au Cameroun, qui ont aujourd'hui prévalu d'une autre nationalité, peuvent tout simplement retrouver une double nationalité sans qu'on ait besoin de permettre à cet enfant nigérien arrivé au Cameroun il y a 30 ans, c'est-à-dire ses grands-parents, on sait où ils sont au Nigeria, d'obtenir la même double nationalité que l'enfant camerounais qui a toujours été de là. Les grands-parents, les arrières ont toujours été de là. Mais j'aime bien votre intervention parce que ça m'amène à ça à quoi je voulais aboutir. Que c'est à partir de là, moi, que j'ai dit, la double nationalité se pose de deux façons. Les Camerounais, vous êtes Camerounais. D'origine. D'origine. Oui, d'origine. Il y a un pour là. Non, vous êtes Camerounais d'origine. Et pour moi, que vous ayez mis une autre nationalité, vous êtes Camerounais d'origine. Donc moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et si vous, par comparaison, si vous prenez la législation indienne en matière de nationalité, c'est comme cela. C'est que, vous savez, notre voisin le Nigeria, au Nigeria, ils disent que Nigérian, vous êtes Nigérian, vous allez n'importe où vous demeurez Nigérian. Ben oui. Voilà. Donc, mais il dit, mais ça ne veut pas dire Camerounais, vous vivez au Nigeria, vous êtes. Non. Ah, voilà. Donc c'est différent. Donc c'est ce que je voudrais. Donc moi je voudrais arriver à ce que vous compreniez que je n'ai aucun problème pour qu'un Camerounais, qui est Camerounais, j'allais dire d'origine, si vous voulez, ait la double nationalité et exactement les mêmes droits que tout autre Camerounais. Ça, mais maintenant, un étranger qui acquiert et qui a une double nationalité, en dehors de sa nationalité d'origine, c'est là qu'il commence à y avoir des problèmes. Et ça coince et il peut y avoir des différenciations. Et je vais plus loin. Quand je disais tout à l'heure que vous êtes arrivé à ce par quoi je voulais aboutir, c'est que si vous prenez dans cet enfant né au Cameroun, dont il a le droit du sol, bon, lui on peut dire qu'il a la nationalité camerounaise, il est camerounais à 100%. Mais si vous voulez que ses parents acquièrent la double nationalité, alors qu'effectivement ils viennent du Nigeria, dans une autre allégeance, on peut commencer donc déjà là à faire des strates différentes. Et c'est ce que vous obtenez en Inde. Je peux vous dire que, parce qu'à l'époque, quand on travaillait sur la double nationalité, j'avais regardé. Dans la législation indienne, tout Indien, descendant même de combien de générations, est indien. Mais ils ont des papiers différents. Donc parfois, vous pouvez être dans les Caraïbes, depuis 2 générations déjà. Mais les Indiens, parce que vous avez des parents d'origine indienne, ils vous traitent comme un Indien, mais vous aurez des papiers différents. D'accord. Donc c'est cette nuance-là que je voulais introduire. Donc il y a pour moi, ces Camerounais d'origine et tout ça, hein,
eux et leurs descendants, ils ont la double nationalité, ils ont les mêmes droits. Mais après, il y a une autre couche, une autre strate, et là, on peut commencer à nuancer. C'est ce que je voulais dire. On n'a pas précisé, on faisait plus allusion aux Camerounais d'origine. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais enfin, je veux dire... Parce que tous les États, évidemment, la plupart des États, même les États, même les plus vieilles... Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes... Enfin, ça n'aurait pas de sens. Si vous leur donnez la double nationalité, pour ensuite dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits. Bon, Joël, on va peut-être retrouver notre double nationalité bientôt. Oui, non, franchement, je ne comprendrais pas la logique. Si vous dites qu'un Camerounais d'origine a la double nationalité, pour dire après qu'il n'a pas les mêmes droits. En toute franchise, on ne l'a jamais perdu. Oui, voilà, je ne comprendrais pas la logique. Donc, pour moi, Professeur Kamto, nous allons bientôt clôturer cette émission. Oui. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Car je ne sais pas tout, je ne sais même rien d'ailleurs par rapport à vous. Non, pour dire la vérité, je crois qu'on a causé très librement. On ne peut pas épuiser ce qu'on a à dire sur un pays. Comme je l'ai dit au début de cet entretien, les chantiers sont nombreux et immenses dans notre pays. Vous m'avez permis de visiter un peu mes propositions au Camerounais. Je n'ai, par exemple, pas pu m'attarder. Pas de votre faute, mais peut-être le fil de mon propre exposé ne m'a pas permis de m'attarder, par exemple, sur l'industrialisation du Cameroun, qui pour moi est quelque chose d'extrêmement important, avec 3 piliers. Le premier pilier étant l'industrie classique, c'est-à-dire le secteur secondaire, avec d'ailleurs la dimension agro-industrie qui vient compléter toute la relance de l'agriculture, mais avec des choix de filières industrielles. Nous ne pouvons pas tout faire. Et moi, je voudrais vraiment que l'on construise de vrais bassins industriels. Le premier bassin sera EDEA. Je veux qu'on sorte toute l'industrie de Douala sur EDEA, qui est une plateforme qui va être la première grande plateforme. Pourquoi? Parce que c'est le carrefour. Vous avez la voie ferrée qui passera par là, donc Douala, et puis la voie ferrée qui va venir du nord, donc qui va aller jusqu'à N'Djamena, tel que nous voyons de la Dorsa qui passera par là. Et puis vous avez l'autoroute, et donc la voie ferrée qui va à Yaoundé, donc l'autoroute la voie ferrée et l'autoroute qui remonte à Yaoundé et Douala. Or, en construisant l'autoroute, et même le train entre Douala et Yaoundé, vous mettrez EDEA à 30 minutes. Cela veut dire que même travailleur, je peux vivre à Douala et travailler à EDEA dans l'industrie. Donc on va assainir Douala au lieu que les entreprises soient entre les maisons comme on le voit aujourd'hui et les gens. Donc ça c'est la première grande plateforme industrielle. Nous allons vraiment moderniser. Enfin, j'ai vu par exemple en Éthiopie, quand on vous parle de l'industrie en Éthiopie, c'est pas la rigolade, c'est pas 2 entreprises perdues. Quand vous voyez simplement la plateforme chinoise, il y a au moins 500 entreprises. L'entrée est comme l'entrée dans une ville. Dans une ville, effectivement. C'est ça que nous voulons faire. Donc notre première grande plateforme industrielle sera autour de DEA. La deuxième grande plateforme sera autour de Ngaoundéré, légèrement. Et pourquoi? Parce que là aussi c'est un nœud routier et stratégique. Parce qu'à partir de là, vous allez vers N'Djamena, mais vous pouvez aller au Nigeria et aller à Centrafrique. Voyez, voilà. Donc, exactement. Même plus loin au Niger. Et même plus loin au Niger. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura l'industrie que là. C'est les grandes plateformes industrielles. Oui, on comprend et bien. dans l'industrie, donc nous allons faire des choix de filières parce qu'on ne peut pas tout faire. J'estime par exemple que nous pouvons avoir une vraie filière agro-industrielle, mais une vraie filière chimie. Il faut une vraie filière chimie et il faut une vraie filière d'acier, c'est-à-dire parce que vous ne pouvez pas, la base industrielle, il n'y a pas, je vais mettre quiconque au défi. Vous ne verrez aucun pays industrialisé, modernisé sans une base industrielle lourde. Or, nous avons le fer et l'aluminium. C'est les deux. C'est vraiment les deux. Nous avons tout ce qu'il faut. Donc, il faut, sans vouloir avoir une unité qui produit des millions de tonnes, il faut commencer par une petite, qui nous permette justement de répondre à la demande industrielle locale. Voilà. Donc, nous allons avoir cette filière chimique, Et la troisième grande filière, c'est les technologies de l'information et de la communication. Nous avons une jeunesse extraordinairement talentueuse. Ce que j'ai vu, et vraiment, c'est-à-dire dans les conditions dans lesquelles ils arrivent à faire ça. Vous avez un jeune là qui fabrique les drones. Vous en avez un qui fait Madiba qui fait les jeux. J'ai oublié le nom d'un autre. Mais c'est pas possible ce que ces gens-là font. Et donc, ils ont par eux-mêmes, par leur propre talent et leur ingéniosité, créé ce qu'on appelle le Silicon Mountains. Et je veux demain qu'il y ait le Silicon Highlands, et qui est comme ça 3, 4, 5, 6 pôles de développement de nouvelles technologies au Cameroun, parce que nos jeunes ont un talent fou dans ce domaine. Et donc ça, c'est une filière qu'il va falloir développer. Et dernière filière dans l'industrie, c'est l'industrie financière. Il faut absolument une industrie financière au Cameroun, organisée autour de la bourse de Douala. Que nous voulons en faire une bourse de niveau continental. Est-ce que vous savez que les transactions à la bourse d'Accra
dépasse celle du Nigeria, actuellement. Du Nigeria et celle d'Abidjan, qui est une bourse régionale, c'est-à-dire Sénégal, enfin tout ce que vous voulez. Accra seul. Oui, j'ai vu ça. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur la bourse? C'est pas pour que les Camerounais spéculent, c'est que les petites et moyennes entreprises camerounaises, si elles sont bien structurées, peuvent se financer en bourse sans même perdre le contrôle de leur capital. Parce que tu peux décider simplement de mettre 25% de ton capital, mais ramasser assez d'argent pour développer ton entreprise. Et donc cette culture de la bourse va permettre aux Camerounais de savoir effectivement devenir actionnaire d'une entreprise dont ils ne connaissent pas nécessairement le propriétaire et le propriétaire de se refinancer sans être totalement dépendant. Donc c'est un mécanisme de financement parmi d'autres. Et donc avec cela, pour l'État, nous allons avoir un fonds souverain parce que le Cameroun de demain doit, par le biais de l'État, investir dans un certain nombre de secteurs clés stratégiques où l'entrepreneur privé ne peut pas se risquer. Tout de suite, nous allons avoir des fonds souverains parce que ce fonds souverain peut également nous permettre d'intervenir à l'extérieur pour acheter des entreprises. Et enfin, nous allons promouvoir les champions nationaux. Si vous êtes meilleur dans votre domaine, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner. Mais il y a un point pour terminer. Quand vous parlez de la bourse, qu'on aurait aussi pu aborder, c'est qu'on a un secteur bancaire dont on présente toujours, mais qui n'accompagne pas assez l'économie réelle. Sur liquidité. Non, il n'accompagne pas assez l'économie réelle. Et il ne prête pas assez aux agents économiques. Donc comment vous ce que je fais, ma solution à cela, c'est que il faut que justement l'État se porte garant. C'est-à-dire disent que le risque soit endossé sur l'État et non pas sur les entreprises. Parce que les entreprises sont frileuses. Pourquoi? Les banques sont frileuses. Pourquoi? Quand vous les approchez, ils vous disent nous sommes tenus par les règles prudentielles de la COBAC. Parce que dès lors que nous dépassons la COBAC, nous tape sur les doigts. Donc je ne vais pas prendre ce risque parce que je vais être pénalisé, on va fermer ma banque. Or, parce que il y a tout un ensemble de mesures. Il faut aussi discipliner nos entrepreneurs. Ils ne prennent pas de l'argent en banque pour aller construire une villa au village une fois par mois. Et doter une deuxième femme. Il faut qu'ils sachent qu'effectivement, cet argent doit aller dans la construction de l'entreprise. Cela veut dire qu'il faut que nous revoyions même la façon dont nos banques accompagnent les entreprises. Et vous allez le faire, vous allez créer une agence de garantie. Il faut, parce que le FOGAP n'était pas mauvais. Le FOGAP n'était pas mauvais. Non, c'était pas mauvais. Justement, nous devons nous interroger pourquoi le FOGAP est mort. Pourquoi ça marche. C'était pas une mauvaise chose. Il faut un fonds de garantie. L'État peut même abonder ce fonds de garantie et ça permet aux banquiers de prêter de l'argent aux entreprises en sachant qu'en cas de difficulté, nous sommes couverts. C'est de cette façon-là. Vous aurez plus de financement de l'économie. Professor Maurice Kamto, as your country is Banugwa country, we have some time to speak in English. I have to thank you to have come here. I was expecting you 6 months ago now, and I'm very happy to have received you today. And I really wish you good luck. Thank you very much. Let me express to you my heartfelt congratulations for hosting me and giving me the opportunity to talk to my fellow Cameroonians. Indeed, it is my commitment that should they give me the opportunity to humbly serve them as the next president of our country, I'm determined to modernize the country with their help. Thanks God, I'm sure we'll overcome all the difficulties. It is time to put our country on a fast track, because we have everything necessary to make that country become the most developed country in the sub-Saharan African countries. And thank you again for hosting me. Know that you are always welcome on GMTV Plus. You just have to say, Jackie Moifo, I'm coming, and I will open the door. Thank you so much. We hope you all the best. Thank you all the best. And thank you for... Chers téléspectateurs, cette émission a été préparée avec le concours de Charles Onana, de Jean-Marie Watonsi, de Gaston Chocot, qui est en Italie, de Joël Didier Ngo, et j'ai oublié quelqu'un peut-être, des collaborateurs de Maurice Kamto, Henri Djoko, Fidel Tchonkwa, Maître Florence Noumo Ngayep, j'ai oublié quelqu'un, William Tekam. Merci à vous tous d'avoir suivi ce programme. On se retrouve sur ce même plateau la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane. À bientôt. Au revoir. Merci. Depuis que je t'ai connu, trop de poches sont bâties pour le meilleur. Mais moi, je